Vous êtes sur PIMS, Bienvenue sur PIMS, le séminaire de philosophie des invariants mathématiques. Bonjour tout le monde, sympa d'être revenu. Donc on continue sur notre exploration des invariants. On va faire quelque chose de très différent de la dernière fois. Donc, la dernière fois, c'était les invariants pour les opérateurs. Cette fois-ci, on va parler de la théorie des invariants pour les équations polynomiales du 5e degré, en particulier avec, j'ai vu chez Clebsch. Et donc, on a un grand plaisir aujourd'hui de recevoir François Lé, qui va nous parler de ces équations et des invariants qui sont associés. À toi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc peut-être juste pour donner un mot préliminaire, j'étais très heureux que Frédéric m'invite à ce nouveau séminaire sur la philosophie des invariants mathématiques. Je ne suis pas du tout philosophe. Quand je suis historien des maths. Donc je vais vous présenter effectivement des choses, voilà, c'est un exposé plutôt historique et je pense que je vais vous laisser le job après de digérer philosophiquement. Mais évidemment, la discussion est complètement ouverte. Alors, en fait, pour préciser un petit peu les choses, quand Frédéric m'a dit « je monte un séminaire sur les invariants », j'étais en fait très étonné parce que j'étais en fait moi-même dans mes propres recherches de l'histoire des maths du 19e et je me dis « oula, c'est un très beau sujet, mais super technique, et en fait très peu connu, bon, mais pourquoi pas ?» Et c'est parti. Alors, il se trouve que j'y avais déjà un peu réfléchi il y a quelques années, je me dis « c'est une bonne occasion ». En fait, c'était ma réaction première parce que théorie des invariants, au XIXe siècle, ça désigne en fait une sorte de domaine mathématique assez bien identifié par les mathématiciens de l'époque. Et c'est quelque chose d'assez précis. Et je vais expliquer tout ça. Et ça ne désigne pas en particulier ce qui sera une théorie générale de tout ce qui est invariant dans les mathématiques. Donc, ce que je vais dire, la théorie des invariants, j'ai expliqué ce que c'est. Donc, c'est vraiment un aspect technique de l'algèbre du XIXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment d'autres objets, d'autres notions qui sont invariantes aussi dans un sens que nous, on le reconnaîtrait. Et de fait, on va très rapidement parler d'un autre invariant qui est très important encore de nos jours et qui est associé aussi au nom d'Alfred Clebsch, qui est celui de genre, qui vient de la géométrie. Mais ce n'est pas sur ça que je vais vraiment insister. Alors, franchement, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions un peu ponctuelles, des éclaircissements techniques que vous aimeriez avoir sur le vif. Alors, donc, comme je vous ai dit, théorie des invariants, c'est quelque chose qui existe au 19e. Et en fait, plus précisément, c'est quelque chose qui est associé à ce qu'on appelle la théorie des formes. Donc, je vais expliquer tout ça. Mais là, je voulais juste vous montrer en fait quelques exemples d'ouvrages, plutôt de la fin ou de la moitié du 19e siècle, où vous voyez que c'est un domaine qui est effectivement identifié. Donc, vous voyez sur la figure, donc à droite au milieu. Donc là, c'est un tout petit extrait de la table des matières de l'encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées qui est chapeautée par Felix Klein en particulier. Donc, il y a un chapitre dans la partie d'algèbre qui s'appelle Théorie des invariants. Donc là, j'ai juste pris les 4 premières sections, mais en fait, il y en a, je crois, une cinquantaine. Et donc, c'est quelque chose que vous voyez aussi associé en fait à la théorie des formes. Donc là, c'est un extrait cette fois de ce qu'on appelle le Yarbourg, du Fortschritte de la mathématique. Donc, c'est un des premiers outils de recension systématique de la littérature mathématique dans le dernier tiers du 19e siècle. Et donc, vous voyez qu'au sein de la partie d'algèbre, il y a aussi un chapitre théorie des formes. Et vous voyez, donc là, à chaque fois que vous avez un auteur et le titre d'un article qui est recensé. Et si vous arrivez à voir, vous voyez par exemple ici, Bessel, vous voyez la petite main, sur les invariants, vous voyez, des systèmes simples simultanés de forme binaire. Donc, on a effectivement cette notion d'invariant qui existe. C'est des objets. Bon, et puis, pour un peu situer globalement les choses, là, c'est un ouvrage assez célèbre de la moitié du 19e, donc qui est écrit par le Britannique George Salmon. Et donc, c'est des leçons sur l'algèbre supérieure moderne. Et en fait, tout le livre est entièrement tourné justement vers cette théorie des formes, au sein de laquelle arrivent les invariants. Vous voyez ici la section 8, par exemple, définition des invariants. Et on a aussi des choses à côté qui s'appellent les covariants, qui sont des choses un tout petit peu plus compliquées.
D'accord? Donc, c'est vraiment dans cet ordre d'idées que je vais parler. Alors, j'ai dit algèbre, en fait, ça fait partie de l'histoire de la chose, c'est qu'on a des invariants qui sont aussi associés à l'arithmétique au 19e. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, en bas à droite, qu'un des 3 tomes de l'histoire de la théorie des nombres de Dickson, donc au début du XXe siècle, est consacré justement aux formes quadratiques et les formes supérieures, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, c'est la partie de l'algèbre qui abrite, en un certain sens, la théorie des invariants. Vous pouvez voir d'ailleurs au passage, là, donc dans mon extrait du Hurbourg, tout en haut à droite, que donc là, c'est pour l'année 1871, que bah, ce nom de Clebsch, vous voyez, il apparaît déjà quand même pas mal de fois. C'est juste un extrait, mais c'est quelqu'un qui a été en fait assez prolifique sur le sujet justement dans ces années-là. Donc je vais présenter le personnage en détail après. Alors, peut-être pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, pour que vous compreniez un peu mathématiquement de quoi il s'agit, je vais repartir de l'ouvrage fondateur de Gauss, qui sont les recherches arithmétiques, donc publié en 1801. Donc, vous savez, hein, c'est un grand livre qui a vraiment façonné d'une certaine manière une bonne partie de la recherche en théorie des nombres pour le 19e siècle. Donc, c'est là où Gauss redéfinit, par exemple, les notions de congruence, on développe plein de choses sur les équations algébriques aussi, avec l'équation cyclotonique. Et donc, il y a une fameuse section 5 qui est très compliquée sur les formes quadratiques binaires. Donc, je vous rappelle, hein, une forme quadratique, c'est l'expression de la forme ax2 plus 2bxy plus cy2. Et donc, chez Gauss, c'est toujours des formes à coefficients entiers, d'accord? Donc, les ABC sont des entiers. Plus tard, chez d'autres auteurs, ça va désigner en fait aussi des nombres complexes. Et donc, très souvent, en fait, il y a des facteurs de normalisation. Vous voyez, on met un 2 sur le coefficient rectangle. C'est pour des histoires vraiment de praticité. D'ailleurs, il y a d'autres auteurs qui ne mettent pas de 2. Et donc, il faut à chaque fois adapter les formules. Et un des premiers points, en fait, qui est observé par Gauss, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on opère une transformation linéaire sur les variables. Donc, ça correspond au système que vous voyez avec le xi et le eta, c'est-à-dire je cherche à remplacer mes 2 variables x, y par des nouvelles variables qui sont exprimées chacune linéairement en fonction des premières. Donc, xi égale alpha x plus bêta y et eta égale gamma x plus delta y. En fait, juste si naïvement vous remplacez x et y, alors on peut inverser du coup ce système, hein, s'il est invertible, c'est juste une matrice de 2 à inverser. On peut remplacer dans l'expression ax carré, etc. Tout exprimer en fonction de xi et eta, et en fait, on obtient encore une forme quadratique avec des nouveaux coefficients A', B', C', et ceux-ci peuvent être calculés explicitement en fonction de ABC et de alpha, bêta, gamma, delta. Donc, c'est juste remplacer les trucs. Ce qui est intéressant pour Gauss, c'est que quand il forme la fameuse quantité B carré moins AC, alors s'il le fait avec les primes, on fait tout le calcul et on voit qu'à un coefficient multiplicatif près, et celui que vous voyez à gauche, on obtient de nouveau B carré moins AC. Et la nouvelle quantité qui est sortie là, le alpha delta moins bêta gamma, c'est ce qu'on appelle le discriminant, le déterminant de la transformation linéaire. Hein, vous savez, c'est le fameux le déterminant. Voilà, donc c'est une quantité qui est entièrement attachée, en tout cas, à la transformation linéaire sur laquelle vous avez opéré le changement de variable. Et donc, pour cette raison, alors Gauss ne le dit pas encore tout à fait sous cet angle-là, on va dire, mais c'est comme ça, c'est vraiment que ça va être présenté ensuite, c'est que la quantité B carré moins AC, qui est attachée du coup à ma forme de départ, c'est un invariant de la forme. C'est-à-dire qu'elle est inchangée, elle est presque inchangée par transformation linéaire opérée sur les variables. Donc presque signifie c'est la même chose à une puissance du déterminant de la transformation. Donc là, il y a le déterminant au carré qui sort. Au passage, il y a certains auteurs, surtout ceux qui vont être intéressés par les aspects de théorie des nombres, qui vont plutôt prendre des transformations linéaires unitaires, c'est-à-dire avec un déterminant égal à 1. Ça va vous donner des vrais, si vous voulez, des vrais invariants. Mais la plupart de ceux qui ont travaillé plutôt sur le côté algébrique, dont Clebsch,
s'en fiche en fait que ça soit 1 ou pas. C'est juste qu'il y a une puissance du déterminant qui sort. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée centrale de ce que c'est un invariant. Donc plus généralement, vous voyez, donc là, chez Gauss, j'ai suivi Gauss et j'ai pris pour le moment des formes quadratiques binaires. Donc quadratique fait référence au fait que mes variables s'élèvent à la puissance 2, et binaire au fait que j'ai 2 variables. Et donc, comme d'habitude, en maths, on peut ou bien monter en degrés, ou bien monter en nombre de variables. Et donc, si je considère, vous voyez, plus généralement une forme, donc vous voyez, A0 fois x puissance n, donc cette fois les degrés n, etc. Donc là, je la prends quand même binaire, si vous voulez. Un invariant, ça va être un polynôme alors, homogène en ses coefficients A0, A1, etc. Et qui est presque invariant par transformation linéaire, au sens où j'ai des... Donc ça veut dire, vous imaginez d'avoir de nouveau considéré des transformations linéaires, cette fois qui vont exprimer, vous voyez, xi et état, mais cette fois en fonction de pardon, c'est le même type de transformation. Vous faites les remplacements, etc. Et si l'expression reste inchangée, mais à une puissance près du déterminant, on appelle ça un invariant. Alors, Gauss, en fait, traite aussi le cas des formes quadratiques ternaires, c'est-à-dire où on prend 3 variables, x, y, z, d'accord? Donc, on peut aussi faire le travail là-dessus. Donc, ça, la transformation linéaire, cette fois, va être quelque chose de type xi, état, zeta. D'accord? Donc, on a des matrices 3-3, si vous voulez, en jeu. Mais le principe, c'est le même. Je vais très peu en parler. À un moment, j'en aurai besoin, mais le principe, c'est exactement la même. Donc, si vous voulez, ça, c'est un des points de départ, celui qui vient vraiment, on va dire, de la théorie des nombres, qui s'attache du coup à comprendre ces formes quadratiques et qui font apparaître de temps en temps des expressions commodes parce qu'elles sont invariantes au sens où je viens de l'expliquer. Ce n'est pas encore la théorie des invariants au sens que je l'ai décrit avant, c'est-à-dire qu'il va apparaître comme domaine à peu près bien identifié au milieu du 19e. En général, l'histoire qu'on a pour le moment, qui est en fait relativement partielle, en un certain sens est partielle de manière certaine, c'est la suivante. Donc c'est une théorie qui a été formée conjointement plutôt par les efforts de Cayley, Sylvester et Hermite. D'accord? Donc ce sont des gens qui se connaissent bien d'ailleurs, qui sont en correspondance l'un avec l'autre, qui échangent en particulier sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant, donc là, je vais donner le nom après, mais je n'ai pas cité explicitement, donc vous pouvez voir je me réfère aux travaux de Karen Parshall sur la théorie des invariants, mais aussi de Tony Creeley, par exemple, pour tout ce qui est plus spécifique à Cayley. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Cayley, Sylvester et Hermite auraient eu en fait des inspirations indépendantes en fait, qui les ont menés chacun vers les mêmes questions. Par exemple, pour Cayley, ce qu'il a vraiment lancé sur cette théorie des invariances, c'est sa lecture de travaux de Boole, donc du début des années 1840, qui eux-mêmes étaient inspirés de la mécanique. Et Boole disait à un moment qu'il cherchait à trouver, je cite, les relations par lesquelles les coefficients d'un polynôme, avant et après transformation, se tenaient en relation mutuelle. C'est vraiment cette idée-là, d'accord, de trouver comment est-ce que les coefficients d'un polynôme, ou en fait une forme, quelles sont les bonnes, c'est-à-dire au sens où, avant et après transformation, on trouve des choses analogues. Et Cayley va chercher à développer cet aspect-là. Pour Hermite, donc, qui est un lecteur de Gauss, donc, il connaît très bien, en fait, justement, la section 5 sur les formes quadratiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit lui-même, une de ses sources, en fait, pour l'intérêt pour la théorie des invariants, vient aussi d'autres travaux, ceux de Jacobi, cette fois, liés à des questions analytiques, donc ce qu'on appelle les périodes des fonctions complexes. Donc, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous dire qu'il il y a plusieurs fils comme ça, qui sont un petit peu entremêlés, qui sont mis en commun à ce moment-là. Et pour Sylvester, cette fois, donc, on a un intérêt pour les déterminants en tant que tels, mais aussi pour les transformations des équations diophantiennes, des équations à coefficients entiers, dont on cherche les solutions entières. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, vous voyez, il y a plusieurs types de sources qui mènent à... Et donc, tant et si bien qu'autour des années 1850, comme j'ai écrit, ces 3 personnes vont commencer à vouloir développer quelque chose d'assez systématique sur les invariants. Et une des questions centrales va être de déterminer, comme j'ai écrit,
pour une forme de degré donné, tous les invariants à ce qu'on peut trouver associés à cette forme. Alors, j'ai écrit indépendant, je vais expliquer pourquoi. Alors, pour montrer un peu la pertinence de ce que je vais dire, il faut que je dépasse le degré 2, parce que le degré 2 est un cas trop facile, si vous voulez, pour cacher un certain phénomène. Là, pour le degré 4, donc vous voyez, je prends une forme quartique, donc c'est AX4 plus, alors j'ai toujours mon facteur de normalisation, là je mets un 4, 4BX, 3Y, plus etc. Donc c'est toujours une forme binaire, il y a du X et du Y, par contre, au degré 4. Donc là, Boole et Cayley avaient calculé, en fait, avaient trouvé des invariants qui sont les suivants. C'est le petit i que vous voyez ici. Vous voyez, c'est vraiment des expressions polynomiales en les coefficients de la forme. AE moins 4BD plus C2. Et avant, quand j'avais dit des formes homogènes, ça veut dire que chacun des morceaux arrive au même degré total. Ici, c'est AE, donc c'est degré 1 fois degré 1, donc c'est du degré 2. Donc I, vous voyez, c'est un invariant du coup quadratique, un invariant de degré 2. J, c'est un invariant cette fois de degré 3. Vous voyez, j'ai à chaque fois des sommes comme ça de termes de degré 3. Et D, ici, j'ai un truc de degré 6. Donc, vous voyez, en particulier, c'est pas parce que je suis parti d'une forme de degré 4 que tous mes invariants vont forcément être de degré 4 aussi. Je peux avoir à peu près plein de situations qui m'arrivent. Et de toute façon, vous voyez, si vous prenez un invariant et que vous l'élevez à la puissance aussi grande que vous voulez, ben, ça va rester un invariant, puisque du coup, l'action de rester invariant ne va pas bouger le résultat final. C'est comme si avant, vous voyez ici, dans mon discriminant, si ici j'élève à la puissance 1000, ben, j'ai encore une puissance, mon discriminant met puissance 2000, et la puissance 1000. Ça reste invariant. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, ok, donc si je connais un ou plusieurs invariants, ben, par exemple leur produit, leur puissance, leur somme, va encore être invariant. Donc en fait, je peux en créer tout plein comme ça. Et du coup, est-ce que je peux trouver un système minimal d'invariants, c'est-à-dire un système qui va me permettre de tous les trouver? Et effectivement, donc Cayley avait remarqué, alors il le fait, Cayley c'est quelqu'un qui adore le calcul, il a une virtuosité calculatoire à peu près extrême, et donc il remarque que cet invariant D, qui est de degré 6, il est égal à rien moins que I3 moins 27J2. Ah pardon, c'est des minuscules, j'ai oublié de changer les notations, mais c'est le I et le J qui sont. Ce qui fait que, en fait, ben, ici, I, J et D ne sont pas indépendants. Je vais exprimer D en fonction algébrique de. Et donc, la question que Cayley se pose, et il l'écrit en fait explicitement à un moment, c'est vraiment un programme de recherche dans ce domaine-là, c'est vraiment dire, ben voilà, je cherche, il me faut trouver un degré donné d'une forme binaire, tous les invariants à partir desquels je vais pouvoir engendrer tous les autres. Ça va vraiment être une question qui va structurer cette fameuse théorie des invariants, jusque à la fin du 19e siècle, qui va être attaquée d'ailleurs par plusieurs personnes. Donc là, j'ai parlé de 2 Britanniques et 1 Français, mais nos amis outre-Rhin ne sont pas en reste, et ils s'attaquent aussi à la théorie des invariants. Alors d'ailleurs, via d'autres canaux. Alors, bon, il y a quelqu'un comme Eisenstein, par exemple, qui vient plutôt de la théorie des nombres, qui lui va s'intéresser aux formes cubiques, donc de degré 3 binaires. Donc là, c'est plutôt la continuité avec Gauss. Et des gens comme Otto Hesse, qui va arriver sur le sujet plutôt par des aspects, cette fois, de géométrie projective. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais cette fois, justement, vous voyez, on reprend une forme cubique, cette fois avec 3 variables, x, y, z. Ça, c'est pour des raisons géométriques. Je ne rentre pas moins dans les détails. Et là, donc, si vous avez peut-être vu dans vos cours de maths, on a ce qu'on appelle le déterminant hessien. C'est le déterminant qui est formé par toutes les dérivées secondes que vous pouvez faire à partir de ce polynôme-là. Et en fait, ça, c'est ce que... Alors, vous voyez que quand vous dérivez, par exemple, f 2 fois, il va à chaque fois rester une variable quand même dans les dérivés. Si je fais un polynôme de degré 3, si je dérive 2 fois, il reste du degré 1. Et donc, dans votre déterminant, ça va vous donner du coup un polynôme, avec vraiment, il reste du x, y, z. Il n'y a pas que les coefficients a, b, etc. qui interviennent. Et donc ça, c'est ce que les mathématiciens de l'époque ont appelé un covariant, au sens où, si cette fois je fais agir mes transformations linéaires à la fois sur les coefficients, mais aussi sur les variables, alors en fait, essentiellement, il se passe la même chose, c'est que ma forme transformée est égale à la forme de départ,
modulo une puissance du déterminant de la transformation. Là, c'est juste un tout petit peu compliqué. Encore une fois, c'est comme les variables interviennent aussi, il faut les prendre elles aussi dans les transformations pour que tout soit cohérent. Okay. Les primes sont toujours linéaires là? Oui. Par rapport au... Oui. Oui. Les propriétés d'invariance covariance, c'est toujours vis-à-vis de transformation linéaire. OK. Alors, quelque chose qui va être important pour nous, là je le signale juste dans la vague chronologie que je fais, c'est le développement qui est fait par les Allemands de ce qu'on appelle du calcul symbolique, donc qui va être initié par quelqu'un qui s'appelle Aronhold, Sigmund Aronhold, et ensuite développé par mon mathématicien chouchou qui est Alfred Clebsch, et donc avec deux grandes étapes, donc en 1849 pour le premier et 1861 pour le deuxième. Donc ça, je vais dire après de quoi il s'agit. Juste pour un point de chronologie aussi, quelqu'un qui s'appelle Paul Jordan, qui est un collègue de Clebsch, dont le nom va reparaître à un moment. Lui va réussir à prouver le théorème, ce fameux théorème de finitude pour les formes binaires, c'est-à-dire il va réussir à démontrer qu'effectivement, pour chaque forme binaire de degré donné, il existe un nombre fini d'invariants qui permettent de le trouver tous. A priori, ce n'était pas évident qu'on puisse trouver un nombre fini qui permette de le montrer tout. Donc, si ça se trouve, il y avait un nombre infini qui était nécessaire pour engendrer tout ça. Mais en fait, non. Ce qui avait été pressenti en fait par Télé et les autres par calcul pur sur les formes de petits degrés est vérifié par Gordon d'une certaine manière. Là, je ne l'ai pas écrit, mais en fait, Hilbert va, à la fin du siècle, va revenir en fait dessus et généraliser le théorème de finitude pour les formes avec plus de variables, d'accord. Il va y avoir d'ailleurs des controverses aussi parce que du coup, c'est une preuve d'existence mais non effective, et donc du coup, il va y avoir plein de gens qui vont dire c'est pas suffisant et tout, mais ça, j'en ai pas besoin pour mon histoire. Ok, donc là, je renvoie encore une fois aux travaux de Karen Parshall et Tony Trilly, si vous voulez. Ils sont facilement trouvables, mais si vous avez besoin des références. Ok. Donc voilà un petit peu le décor de ce que c'est un invariant et de ce qui s'est passé. Donc, comme on l'a vu dans le titre, comme je l'avais écrit je trouve, dans les résumés, je vais essayer de vous montrer un peu comment est-ce que cette théorie des invariants est utilisée. Donc, il y a vraiment des applications qui sont faites pour la théorie des équations algébriques. Et en particulier, la fameuse équation du 5e degré. Donc, c'est l'équation générale, d'accord, au sens où on met des coefficients en fait indéterminés, ax5 plus bx4, etc., égale 0. Et donc, vous savez que Abel avait montré, donc en 1826-28, que cette équation-là n'est pas résoluble par radicaux, au sens où on ne peut pas trouver de formule générale qui dit les solutions sont x égale une formule explicite qui implique ABCDE avec les opérations usuelles, rationnelles, et des extractions de radicaux. Donc, Abel montre que ça, c'est impossible, donc on ne peut pas généraliser notre fameux moins b plus ou moins racine de carré moins 4ac sur 1 au cas du degré 5, et donc 6, 7, etc. Ça n'a pas empêché les mathématiciens de s'intéresser aux équations algébriques après ça. Et même pour la quintique, en fait, on a toute une série de travaux qui suivent et qui sont encore importants dans le développement des maths. Donc là, je donne quelques exemples. Donc, vous voyez, c'est un mathématicien britannique qui s'appelle Gerhardt et qui montre dans un travail de 1832, publié en 1935, que toute équation du 5e degré, donc générale, peut être transformée d'une certaine manière en celle que vous voyez écrite sur la deuxième ligne. Donc c'est une forme plus simple, y5 moins y moins un seul paramètre a égale 0. Je vais redire un mot rapide là-dessus. Pour l'instant, je finis juste mes petites étapes. En 58, ça va être anéfaste parce qu'il y a 3 contributions par 3 personnes qui sont Hermite, Briowski et Kronecker qui vont dire en fait, ok, je ne peux pas résoudre l'équation quintique par radicaux, mais je peux quand même le faire en utilisant d'autres fonctions plus compliquées que les fonctions racines. Mais après tout, pourquoi pas? Donc là, Clebsch, dans son interprétation géométrique, vous voyez, de 71, va
beaucoup en fait mentionné ça, donc je vais avoir besoin de vous expliquer un petit peu comment ça marche, cette histoire de fonction elliptique. Bon, et alors pas compléter le tableau, mais pour donner au moins un point de suite, donc, vous avez peut-être entendu parler des fameux travaux sur l'icosaèdre de Félix Klein. Donc, c'est des choses qui sont menées dans toute la deuxième partie des années 1870. Et en fait, Klein va proposer justement une nouvelle interprétation géométrique de la théorie de l'équation du 5e degré via la théorie donc, de l'icosaèdre, hein, c'est le solide platénicien que vous connaissez, et son groupe d'isométrie. Donc, l'objet groupe de transformation va vraiment être au centre de cette affaire-là. D'accord. Et donc, le travail que j'avais fait à l'époque, c'était vraiment ce mémoire-là de 1871 de Clebsch, voir comment est-ce qu'il était interprété, comment est-ce que l'interprétation géométrique était faite. Et c'était intéressant pour moi en particulier parce que, essentiellement, dans l'histoire écrite du sujet, c'est un mémoire qui n'apparaît jamais. Donc, il s'agissait aussi de comprendre pourquoi il avait été, en fait, complètement mis de côté dans l'historiographie. Là aussi, en bon historien, je vais répéter une de nos phrases préférées, qui est « c'est plus compliqué que ça ». D'accord. Donc là, je donne quelques noms. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Si vous prenez par exemple le catalogue of Scientific Papers, qui est censé avoir recensé, entre guillemets, l'intégralité de la littérature mathématique du 19e siècle, donc là, on compte à peu près 200 articles sur le sujet direct de la quintique, qui sont mis dans la rubrique équation du 5e degré. On sait qu'il y en a plein d'autres, ne serait-ce que parce que, par exemple, le mémoire de Clebsch n'est pas dans cette catégorie-là. Il est dans une autre catégorie. Et, bon. Donc, il y a plein de choses, il y a une variété d'objectifs, etc. Je ne vais pas venir dessus. Alors, la forme de Girard, d'accord, donc ça, c'est quelque chose d'important à bien comprendre. Donc, Girard avait montré que l'équation générale du 5e degré peut se mettre sous la forme-là que j'ai déjà dit, grâce à des opérations rationnelles et qui impliquent des racines carrées ou cubiques, pas plus. Donc, plus précisément, il s'agit d'utiliser une transformation de ce type-là, y égale, vous voyez, un polynôme de degré 4 en la variable de départ, où il faut juste trouver des bons coefficients pour marcher dessus. Mais c'est un jeu de substitution, on peut faire des calculs assez brutaux, et ben voilà, on peut transformer le AX5 plus BX4, etc., en cette forme-là. Et donc là, c'est quelque chose que beaucoup de mathématiciens ont vu comme très important parce que c'est vu comme une forme extrêmement simple, du coup, de l'équation du 5e degré. Sous-entendu, qui permet peut-être de bien la comprendre. Et vous voyez qu'un point essentiel ici, c'est que les gens qui s'intéressent à ces transformations d'équations font attention aux opérations qu'ils introduisent dans les transformations. Donc, vous voyez ici, opération rationnelle, donc encore une fois, c'est le plus moins fois divisé. Et elle dit, ah, mais en plus, j'ai que besoin de racines carrées et de racines cubiques. Parce qu'évidemment, si par exemple vous avez besoin de racines septièmes, ça peut être problématique parce que comme vous êtes intéressé au degré 5, ben, vous n'avez pas envie d'introduire ils appelaient eux des irrationnels supérieurs, le degré 7, alors qu'on s'intéresse au degré 5. Par contre, là, 2 et 3, ben, c'est inférieur, donc ça marche. En plus, on sait résoudre par radicaux les équations de degré 2 et 3, donc c'est très bien. Ok. Alors, que vient faire Hermite dans cette histoire? Donc, je cite là, c'est un de ces articles de 58. Cette impossibilité de résoudre par radicaux les équations de degré supérieur, E en trop, ou égal au 5e, manifeste en effet la nécessité d'introduire quelque élément analytique nouveau dans la recherche de la solution. Au lieu de chercher à représenter par une formule radicale à détermination multiple le système des racines, on peut, ainsi que l'exemple en a été donné dans le 3e degré, chercher, en introduisant des variables auxiliaires, à obtenir les racines séparément exprimées par autant de fonctions distinctes et uniformes relatives à ces nouvelles variables. Alors, j'explique un peu de quoi il s'agit. Donc, vous voyez qu'il prend en fait comme analogie l'équation du 3e degré. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle communément les formules de Cardan, vous avez déjà rencontré, c'est l'équation du 3e degré. Alors, on peut qu'on enlève le terme en x carré, mais ça, c'est juste transformation de la variable. Celle-ci, on a des formules complètement explicites pour les racines, qui sont celles que vous voyez là à l'écran. Donc, c'est ça que Hermite évoque quand il parle du coup des formules radicales. Parce qu'on a des racines en fonction, vous voyez, de P et Q, qui sont les coefficients de l'équation. Alors, là, ce n'est pas très important pour l'histoire. Pourquoi il parle de détermination multiple?
c'est qu'en fait, pour eux, à l'époque, racine carrée, racine cubique et tout ça, c'est des fonctions multivaluées. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, on nous interdit quand on est au lycée de parler de... on dit la racine carrée d'un nombre, c'est la valeur, le réel positif qui est élevé au carré ou machin, mais les mathématiques. Hermite, par exemple, n'a aucun problème à dire que racine carrée de z, pour z complexe, bah, c'est juste qu'il c'est deux nombres en même temps, d'accord? Un nombre et son opposé, c'est les deux qui, élevés au carré, donnent le nombre de départ. Pareil, du coup, pour racine cubique, vous avez 3 déterminations à chaque fois. Et donc ici, avec un certain jeu du choix des racines cubiques, vous obtenez les 3 racines de l'équation de degré. Mais peu importe. Donc ça, c'est le point de départ. C'est ce qui est très bien connu, les formules de Cardan. Oui, pardon, j'ai oublié de dire, pour tout ce qui est Hermite, je me suis appuyé sur un article de Catherine Goldstein, donc vous voyez la référence ici, d'accord? Donc, vous pouvez expliquer en plus de détails. Alors, je suis Hermite, et lui, il dit, en fait, bon, ben, il y a quelque chose qu'on connaît très bien, et vous l'avez peut-être lu aussi quand vous avez fait vos exercices de trigonométrie à un moment, c'est que la trigonométrie vous dit que l'équation est 4 sinus cubes de n'importe quel nombre alpha complexe sur 3, moins 3 sinus alpha sur 3 égale moins sinus alpha. Certains appellent ça l'équation de trisection du sinus, parce que vous exprimez, vous trouvez une équation polynomiale sur sinus alpha sur 3. Et ça, Hermite, bon, il y a d'autres qui l'ont fait, mais Hermite dit, ah ben c'est très bien parce que, par exemple, si je prends mon équation du 3e degré, bon là, elle est normalisée d'une certaine manière, x3 moins 3x plus 2a, et ben en fait, je peux la résoudre à l'aide du sinus. Vous voyez, si dans cette équation-là, vous posez a égale sinus alpha, et vous faites un changement de variable en faisant x en remplaçant par du sinus θ, vous remplacez là-dedans, vous faites un petit transformation, et ben ça devient 4 sinus cube θ moins 3 sinus θ égale moins sinus alpha. Et du coup, ben, cette équation que vous cherchez à résoudre en θ, ben, vous voyez qu'il y a des solutions qui vous sont données tout de suite par l'équation étoile. Parce que sinus alpha sur 3, ben, par exemple, c'est une solution, elle marche. Et par périodicité du sinus, vous en trouvez 2 autres qui vont aussi faire marcher l'affaire. Donc ça, si vous voulez, c'est juste une histoire de trigonométrie, et puis après, constater que on peut trouver des choses. Donc j'ai des solutions. Et c'est vraiment ça qu'Hermite a en tête, c'est à dire, après tout le monde a toujours dit qu'il fallait trouver des équations, des solutions, des équations avec les radicaux, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y a d'autres fonctions qui ne sont pas plus belles, pas plus méchantes, qui pourraient nous servir à exprimer les solutions. Ici, le sinus. Et donc, pour la quintique, l'idée, c'est de se baser sur la forme de Girard et de chercher l'analogue de l'équation étoile. Alors, cette fois, la fonction sinus-cosinus, ça ne va plus suffire. C'est des fonctions, si vous voulez, trop pauvres, en un certain sens, pour pouvoir donner, en fait, ce dont on a besoin pour l'équation du 5e degré. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher dans les fonctions qui sont l'étape d'après, les fonctions trigonométriques usuelles, c'est ce qu'on appelle les fonctions elliptiques. Alors, je vois que le temps avance vite, donc je ne vais pas entrer dans la technique, et de toute façon, je n'ai pas le temps. Donc, je vais juste zapper la technique. Ça tombe bien, je m'étais dit que je mets ça, mais juste pour vous ébahir et vous montrer des choses. Alors, peut-être très rapidement, quand même, pour vous donner quelques recettes. Dites-vous bien, fonction elliptique, c'est comme un cosinus, un sinus, mais en plus compliqué. Okay. Et il y a des équations qui s'appellent équations modulaires. Et vous voyez, c'est des machins qui ressemblent à ça, là, l'équation en U et V. Donc là, il faut vraiment se dire, c'est U fixé et on cherche le V. Et c'est ça les analogues des fonctions trigonométriques. Sauf que là, c'est encore trop compliqué. Parce que vous voyez que j'ai une équation de degré 6, alors que je veux résoudre une équation de degré 5. Mais en fait, justement, et ça, c'est toute une histoire, Galois, parce que Galois arrive dans l'affaire, avait montré que pour résoudre cette équation de degré 6, il suffit de savoir résoudre une autre certaine équation qui est cette fois de degré 5. Donc, elle peut se réunir à degré 6. J'ai cité Galois, mais je saute. Hop, hop. Donc là, c'est Hermite qui dit, justement, Galois me montre comment faire. Il fait tout son bins. Et donc, il trouve ce machin-là, cette équation que vous pouvez voir en grand Z. Oui.
Donc, vous voyez, l'inconnu, c'est grand Z, donc Z5. Ensuite, un coefficient infâme, Z puissance 1, et un autre coefficient infâme. Et donc, ce qui est important pour Hermite, c'est que, vous voyez, ça va permettre de rapprocher ça de l'équation de Girard, parce que vous avez du x5 tout court, ensuite que du x puissance 1, et ensuite la constante. Donc, on a réussi à se débarrasser des puissances 4e, 3e et 2e. Et donc, du coup, c'est ça, celle-là qui va être le vrai rôle d'analogue avec la fonction trigonométrique. Et donc, après, on trouve comme ça, on arrive à exprimer les solutions de l'équation sous forme de Girard en fonction des équations Z ici, avec des coefficients normalisateurs. OK? Encore une fois, vraiment retenez que Hermite résout de cette manière-là l'équation quintique, d'accord? Il accepte de pouvoir se ramener sous la forme de Girard. Il a toute une théorie en fait des fonctions elliptiques qui lui font trouver des formes explicites en fait de ça. Bien. Alors, Hermite ne fait pas que la quintique, il fait aussi la quartique. Alors vous allez dire, ah, j'aurais pu présenter les choses c'est plus facile pour le degré 4 que le degré 5. Oui, sauf qu'en fait, c'est un peu entremêlé. Et là, je vais juste résumer un peu ce qui se passe pour le degré 4 parce que les invariants arrivent. D'accord? Donc, c'est le moment où je commence à faire le lien avec ces fameux invariants. Donc là, pour l'équation cette fois quartique, pareil. En fait, vous avez des équations de degré 4 d'une certaine forme, c'est l'analogue de la forme de Girard, qu'on peut résoudre à l'aide de, cette fois, l'équation modulaire de degré 4. Donc, en fait, ici, c'est même plus simple parce que vous avez 4 et 4. C'est moins compliqué pour la classe. Et là, maintenant, la question se dit, si je sais résoudre mes équations spéciales là, avec les coefficients, vous voyez, S et T, il me reste à savoir, est-ce que toute équation du degré 4, je peux la ramener sous cette forme que je sais résoudre. Okay. Et là, Hermite remarque que oui, c'est vrai. En tout cas, lorsque le fameux invariant I, celui que je vous avais donné avant, qui avait été calculé par Cayley, quand il vaut 0, alors il me reste à faire un petit changement linéaire de variable et c'est fini. Ça marche. D'accord ? Autrement dit, Hermite utilise le fait que l'annulation de certains invariants donne des informations sur l'équation. En fait, repensez à la forme quadratique tout au début de Gauss, l'invariant qui est le discriminant. Vous savez que s'il vaut 2, ça correspond à une équation de degré 2 dont le delta vaut 0. Pareil, ça vous donne une information sur les solutions. Vous avez une solution double. Mais ici, c'est un peu cet état d'esprit. L'annulation de certains invariants donne des informations sur les propriétés de l'équation considérée. Il y a des x3, pas, et on passe à. Ah oui. On les élimine, c'est ça? Oui, pardon. Dans le passage linéaire. Ici, là. Ouais, ça. Oui, il y a 4b3x. C'est 4bx3. Donc, on enlève je en même temps les x3. Alors, à la fois, on enlève les x3, mais surtout, tu vois que le fait qu'il y ait du S et du S2. Voilà, c'est même. Tu vois, justement, on a en fait supprimé comme un certain nombre de. Enfin, c'est une forme plus spécifique que seulement enlever du x3. OK. Et donc, Hermite dit, super, maintenant, question, est-ce que je peux toujours partir cette fois du quartique général et trouver une transformation qui fait que son invariant I devient égal à 0. Parce que s'il est égal à 0, je sais résoudre par les cascades. Donc, si j'arrive à le faire, c'est gagné. Et là, donc, ça permet de rebondir sur la remarque que tu avais faite avant. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on parle d'invariant et de covariant, c'est toujours a priori par rapport à des transformations linéaires. Okay. Et donc, effectivement, si je fais que des opérations linéaires, l'invariant, s'il n'est pas nul, il ne va jamais pouvoir devenir nul. Il reste égal à lui-même. Par contre, si je prends des transformations supérieures, c'est-à-dire que je fais, par exemple, x' égale à x carré plus machin, donc là, a priori, les invariants bougent, ils changent de valeur, et donc je peux espérer en trouver qui deviennent égaux à 0. Et Hermite montre que c'est possible, et là aussi, il fait attention à dire c'est possible avec une transformation qui fait intervenir que les coefficients de l'équation de départ avec les opérations rationnelles et les extractions racines carrées. Pareil, comme il s'intéresse à l'équation de degré 4, il n'a pas envie
de faire intervenir, par exemple, des radicaux du 5e ordre. OK. Et donc, ça, c'est là vraiment la philosophie de la chose. Alors, juste, là, je ne vais pas du tout en parler, mais il faut savoir qu'au 19e, Sylvester et tout ça, Cayley, vont par exemple faire plein de travaux sur les équations algébriques en disant, ah, ben, je remarque aussi que si tel invariant vaut 0, alors j'ai par exemple 3 racines réelles. Si tel invariant est 0, alors j'ai 3 racines qui coïncident, etc. Donc, il y a toute une connaissance, une petite industrie qui se fait sur ce sujet-là. Et Clebsch va en utiliser des résultats. Alors, est-ce qu'on peut faire encore mieux que Hermite, qui avait dit qu'il fait mieux que Abel, en un certain sens, en Cardan? Oui. Et donc là, il l'écrit quelque part. Donc bon, c'était juste pour vous montrer la part de ma sueur quand je vais lire l'écriture de Clebsch, qui parle de ici, là, la Hermits-Auflösung, donc la résolution par Hermite de l'équation du 5e degré, la Gleichung infinitum Grades, etc. Et donc, il dit, ah ben, c'est très bien, mais on pourrait essayer de mettre les choses de manière plus claire, et en particulier géométriser tout ça. Et ça, c'est vraiment un point clé pour comprendre Clebsch, c'est qu'il adore géométriser tout ce qui passe sous la main. Alors, d'une certaine manière, donc lui, il dit ici, d'une manière extrêmement simple et élégante, je vous laisserai juger de la simplicité et de l'élégance à la fin de l'exposé. Alors, qui est Clebsch? Donc, bon, j'ai pas trop présenté Hermite pour gagner un peu de temps. Hein. Il est plus connu aussi que Clebsch. Donc, Clebsch, c'est un mathématicien allemand. Donc, vous voyez, c'est vraiment un pur représentant du deuxième tiers du 19e. Il est mort jeune, vous voyez, à l'aube de ses 40 ans. Donc, c'est un produit de Königsberg. Donc, lui aussi a connu la mobilité académique en passant par Berlin, Karlsruhe, Gießen, Göttingen. Göttingen, où il hérite de la chaire de Riemann, d'ailleurs. Il s'est intéressé à plusieurs types de sujets. Il a commencé en fait par la physique mathématique et le calcul des variations, avant de bifurquer vers vraiment ce qu'on reconnaît nous comme les constituants de la géométrie algébrique moderne, avec les courbes et surfaces algébriques, l'application des fonctions abéliennes à la géométrie, ce qu'on appelle les représentations de surface, et donc la théorie des invariants. Donc, quelques éléments, hein, c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Il va commencer à éditer les œuvres complètes de Riemann. Bon, il meurt en fait avant ça, donc ça va être repris par d'autres. C'est un des cofondateurs de la revue Mathématische Annalen, hein, qui existe encore aujourd'hui. Bon, il est en réseau personnel, amical, épistolaire, professionnel, avec plein de gens en Allemagne, mais aussi sur le reste de l'Europe continentale, membre des correspondants de diverses académies, récipiendaire de prix, etc. Donc en fait, c'est quelqu'un d'assez connu au 19e, de très peu connu au 21e, pourtant qui a joué un rôle assez essentiel, y compris alors, à la fois dans le développement des maths, mais aussi, si vous voulez, il apparaît comme figure tutélaire, comme ça. Par exemple, c'est le mentor de Félix Klein et d'autres, comme Max. Enfin, bon. Et il est un peu oublié. Et donc, dans mes recherches, je m'attache un petit peu à le comprendre et comprendre sa place. Puisque j'ai parlé d'Hermite avant, juste une petite citation d'Hermite, il y en a plein d'autres. Nous n'avions que Cauchy lorsqu'il, donc il, c'est les Allemands, avec Gauss, Jacobi et Dirichlet, et récemment, la Providence leur a donné coup sur coup Göppel, Eisenstein, Clebsch et Riemann. Vous voyez, Clebsch est vraiment mis au rang, vous voyez, des mathématiciens qui ont été célèbres parmi les célèbres, en tout cas pour des gens comme Hermite. Ce qui vous dit quand même une certaine image que vous pouvez avoir à l'époque. Alors, les invariants chez Clebsch, pour vous donner une vague idée, alors là, j'ai fait un petit graphique en classifiant suivant les 6 catégories que j'ai données avant, tous les travaux de Clebsch. Donc, c'est quelqu'un de remarquablement prolifique. On a à peu près 110 publications de lui sur, vous voyez, entre 54 et 1872. Et donc, théorie des invariants, c'est ce qui est en orange. Donc, vous voyez, il commence en fait en 60-61 ici. Et ça va vraiment bien l'occuper sur la dernière partie de sa vie. Donc, quelques points clés qui vont m'intéresser, moi, pour la suite de l'exposé. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. 60-61, c'est le développement et l'utilisation de ce qu'on appelle la notation symbolique. En 67, avec Gordon, il va donner le système complet des invariants et covariants
des formes de degrés 5 et 6. Vous vous souvenez, la question, c'était de dire, est-ce que je peux trouver pour un degré donné tous les invariants qui me permettent d'engendrer tout le monde? Donc, en fait, donc déjà, est-ce que c'est vrai, mais aussi, est-ce que je peux les calculer? Donc, eux, ils sont fait le boulot pour 5 et 6. On a publié un livre de synthèse en 72. OK. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, un article de théorie des invariants par Clebsch et Gordon. Donc ça, c'est bon, c'est une communication à l'Académie des sciences françaises. Donc c'est là où ils annoncent des résultats. Donc évidemment, il y a moins de démos, mais juste pour vous montrer, donc là, vous voyez, c'est sur les formes binaires du 6e degré, si vous arrivez à lire. Donc vous voyez, on prend une forme sextique, donc AX6 plus 6, BX, 5Y, etc. Et vous voyez que ce mémoire, ça consiste vraiment à lister tous les invariants qui arrivent. Désignons par cas le covariant que M. Cayley a déjà formé. Hop, on forme un covariant du second ordre en combinant. Ça donne un truc L. À partir de ce covariant, on obtient une série de covariants M, N, machin. Nous prenons pour invariants fondamentaux les suivants. Donc, vous voyez d'ailleurs Cayley et Salmon apparaissent aussi. A, B, C, D, on trouve E, etc. Donc, c'est vraiment à ça que ressemble la théorie des invariants à l'époque. C'est il faut avoir un peu de courage pour aimer ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Et ça continue, vous voyez la litanie, hein, il y a du phi, il y a des R qui apparaissent, et j'ai coupé l'article. Alors, donc 71, pour en venir sur mon mémoire qui m'intéresse, donc il s'appelle sur l'application de la substitution quadratique à l'équation du 5e degré et la théorie géométrique du quintilatère plat. Donc, il est publié dans les mathématiques Allen. C'est un mémoire dense, long, de 62 pages, touffu, au sens où, comme Clebsch le fait souvent, il y a plein de petits résultats, de gros résultats, qui n'ont pas forcément rapport avec l'objectif premier de Clebsch, mais qui sont donnés parce qu'il dit, et le dit lui-même, hein, ah ben, comme c'est intéressant, je vous le dis aussi. Alors, c'est pentagone. C'est pentagone, je vais dire pourquoi après je dis quintilatère, effectivement. Qu'est-ce que je disais Touffu, merci. Voilà, donc, ce qui est assez d'ailleurs compliqué à lire. Donc là, je vais vraiment essayer de suivre le fil, d'accord, et de vous donner à chaque fois les trucs sans rentrer trop dans la technique un peu trop difficile. En tout cas, vous voyez, Clebsch le dit, ça c'est le tout début du mémoire. Le présent mémoire a pour objet principal les différentes formes qui peuvent être données à une équation du 5e degré par une transformation supérieure. C'est vraiment partir d'une équation du 5e degré. On essaye de faire agir dessus des transformations. Alors, quand il dit supérieure, ça veut dire pas linéaire, hein, quadratique, etc. Et il dit à la fin de l'introduction, on obtient ainsi, comme application des principes généraux, un aperçu géométrique complet sur les rapports qui existent entre les équations du 5e degré et leurs résolvantes, en particulier sur les rapports avec la forme de Gerhardt et l'équation modulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est reparti pour un petit tour de technique. Donc, Clebsch va commencer par faire des choses sur les équations de degré n, avant de spécifier le cas simple. Donc, on prend une équation. Donc, ici, je la donne sous forme factorisée. Alors, chez Clebsch, tout vit dans le monde des nombres complexes, d'accord? Est-ce qu'on peut factoriser ou vivre? Est-ce qu'on est sur les complexes? Donc, l'inconnu, c'est lambda, les racines, c'est lambda 1 jusqu'à lambda n. Donc, une substitution, pour lui, ça va être justement une transformation où la nouvelle inconnue va s'appeler xi. Et là, c'est un rapport de deux polynômes, phi et psion en lambda. Donc, vous voyez que si l'équation de départ, ses racines, c'est lambda 1, lambda n, ben, les racines de l'équation transformée, c'est censé être phi de lambda 1 divisé par psi de lambda 1, etc. On a un xi 1, xi 2 jusqu'à xi 1. Et donc, l'équation transformée, si là on la repense en termes factorisés, ça serait du coup le produit de tous les xi moins phi de lambda i sur psi de lambda i, ou si je cherche les délimiteurs, ça me donne le produit, vous voyez, de ça. Phi de lambda i moins psi de lambda i fois psi. OK? Donc, le degré en xi est bien conservé, et ça bouge un petit peu.
Ce qui intéresse avant tout Clebsch, c'est le cas des substitutions quadratiques. Donc, c'est le cas particulier où phi, c'est un polynôme de second degré, et psi aussi. C'est-à-dire phi, je peux l'écrire y1 plus lambda y2 plus lambda carré y3, et psi, pareil, avec des x1, x2, x2. D'accord? Donc ici, juste si j'explicite le truc et je réarrange un petit peu mon équation transformée, ça devient l'expression que vous voyez là. Bon. Maintenant, où arrive la géométrie? Le premier point, c'est que Clebsch va dire super. Ici, j'ai deux séries de trois coefficients, x1, x2, x3, et y1, y2, y3. En fait, quand vous avez comme ça x1, x2, x3, que je mets des deux points entre chaque, ça veut dire qu'on les considère à homogénéité près. C'est-à-dire que ça permet en fait de définir des objets, des points dans la géométrie projective. Si vous voulez, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que je n'ai pas trop le temps. C'est la géométrie, vous êtes dans le plan, mais vous acceptez de chercher des objets qui sont jusqu'à l'infini. Par exemple, vous dites deux droites parallèles, en fait, elles vont se couper, mais juste dans un point à l'infini. Et un moyen, en fait, pour réaliser avec les coordonnées ces phénomènes-là, c'est de dire un point, j'ai pas besoin, pour le repérer, usuellement, je dis juste cette coordonnée x1, x2, mais pour prendre en compte en fait les phénomènes à l'infini, je vais dire c'est x1, x2, x3, d'accord, j'ai besoin de trois coordonnées qui sont en fait définies à proportionnalité près, etc. En tout cas, retenez juste que un triplet comme ça définit un point. Et du coup, si j'ai deux triplets, donc deux points, ça me définit du coup une droite. Celle qui relie le point de x, de coordonnées x1, x2, x3, avec le point y, de coordonnées y1, y2. Ok, donc ça veut dire qu'une substitution quadratique va donner une droite. Et maintenant, à quoi vont correspondre les racines? Eh bien, comme c'est censé être vous voyez, les xi qui annulent en fait chacun de ces morceaux-là, eh bien, ça va correspondre en fait aux intersections de la droite avec celle-ci. Z. Donc là, c'est mes coordonnées courantes du plan. Z1 plus lambda i Z2 plus lambda i carré Z3, pardon, c'est égal à 0. Encore une fois, si vous n'êtes pas habitué avec les trucs projectifs, vous toujours pensez que Z3 vaut 1. Ça vous donne bien Z1 plus un coefficient fois Z2 plus une constante égale 0. C'est bien une équation de droite. Et donc, Clebsch dit l'ensemble des équations en lesquelles se transforme une équation donnée par substitution quadratique correspond au système de points d'intersection des droites d'un plan avec les côtés d'un multilatère donné. Alors, je récapitule moi aussi tout ce que je viens de dire avant pour réexpliquer, pour essayer de bien rentrer les choses. Donc, je vais parler d'une équation f de lambda égale 0. Ça me définit un n latère fait des n droites qui sont celles que j'avais écrites avant. D'accord? Ça dépend que de mon équation de départ. De manière explicite, le multilatère est donné par le produit que j'avais donné avant. Vous voyez, je le note f tilde. Au passage, f, Clebsch le note aussi f. Donc, il y a aussi des problèmes de notation. Je me suis dit que j'allais vous épargner ça. Oui, alors pourquoi j'ai dit multilatère? Parce qu'en fait, sinon, il faut que j'attende tout à la fin. Clebsch fait la différence entre un multilatère et un pentagone, et un polygone, parce que lui, comme il connaît la géométrie projective à fond, il connaît toute la dualité. Et donc, pour lui, un multilatère, c'est un ensemble de droites qui se coupent en un certain nombre de sommets, alors qu'un polygone, c'est un ensemble de sommets qui sont reliés entre eux par des droites. Donc, c'est des objets duaux l'un l'autre, d'accord? Et en fait, eux, ils font la distinction. Donc, en allemand, c'est un Vielseits, et à la fin, ils parlent de Vieleck, donc vraiment pour dire le même objet de référence. Et justement, dans cet article-là, tout à la fin, il va dualiser tout son truc et tomber sur des polygones. Donc, c'est pour ça que quand j'avais fait les travaux, j'avais bien pris multilatère. Mais je pense, d'accord. Nous, après tout, une quadrilatère, et jamais quadrant, presque jamais. Donc, ça, c'est les données issues de l'équation. Ensuite, une substitution quadratique correspond à une droite, xy, et les racines de l'équation transformée correspondent au point d'intersection de ce xy avec le multilatère. Donc, vous imaginez, on a un plan, on a dessiné n droites,
une autre droite XY, ça va me représenter les substitutions, et les points d'intersection vont me représenter les nouvelles racines. Donc Clebsch montre que réciproquement, toute droite définit une substitution quadratique unique à transformation linéaire supplémentaire près, peu importe. Bon. Alors, théorie des invariants. J'avais dit que théorie des invariants, il faut y aller, il faut y aller. Qu'est-ce que c'est Maintenant, je vous ai dit plusieurs fois cette fameuse approche symbolique des invariants. Alors, ça dit, ça c'est intéressant, c'est vraiment toute une branche qui a été développée par les Allemands, en particulier au 19e, où il y a plein de choses. En fait, c'est comment dire, un arsenal vraiment qui a été mis en place pour éviter plein de calculs explicites. Ils le disent explicitement, enfin, ils le disent entre eux. Clebsch leur dit ce que Cayley, Salmon, Sylvester font, c'est très bien, mais c'est affreux parce que c'est des calculs de pages et de pages et de pages. Alors que moi, j'ai un appareil comme ça qui permet d'enchaîner les calculs. Pour info, ça a été repris dans les années 1970-80 par des mathématiciens pour montrer qu'en fait, ça marche vraiment. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est fait un peu avec les mains. Alors, qu'est-ce que c'est? On reprend une forme comme ça, vous voyez, binaire de degré n petit f. Le truc, ça va être juste de se baser sur la formule du binôme. Donc, je vais dire que f, c'est b1x1 plus b2x2 à une puissance n, ou même une notation plus ramassée, mais là, il y a rien. Enfin, vous voyez, c'est juste écrire b1x puissance n. Et ça, c'est vraiment juste une notation pour parler de la même chose. Sauf que vous voyez que là, j'ai introduit des nouvelles lettres petit b par rapport au coefficient a de départ. Et ça, c'est en fait sous-entendu que, imaginons que je développe grâce à la formule du binôme, justement, la puissance n ici, alors ça va me dire que, par exemple, normalement, b1 puissance n, c'est le seul coefficient de x1 qui apparaît, va être égal à a0. Ensuite, vous voyez, le deuxième coefficient qui apparaît, c'est n fois b1 puissance n moins 1 fois b2. Et donc, on a envie que ce coefficient-là soit égal, du coup, à celui qui arrive là. Donc, autrement dit, que b1 n moins 1 b2 est égal à 1, etc., etc. D'accord? Donc, autrement dit, les b, c'est vraiment des symboles qui sont introduits, qui n'ont, comment dire, qui n'ont a priori aucun rapport quantifié, de manière vraiment au sens vraiment des quantités propres avec les AI, mais c'est juste qu'il va y avoir des règles de substitution pour la suite des calculs. Des règles un peu formelles, comme ça, où on va dire, dès que je vais tomber sur un B1 puissance n, je vais le remplacer par un A0. Okay. Et comme les B, c'est n'importe quoi, et en fait, parfois, ils vont avoir besoin de dire, je passe aussi avec des C. D'accord. Du coup, on va écrire F égale aussi C1x1 plus C2x2 puissance n. Je vais avoir les mêmes règles, C1 n égale A0, etc. Vous pouvez faire à toutes les lettres que vous voulez, tant que vous en avez besoin. Petit exemple fondamental. Donc, Clebsch et compagnie expriment les formes de manière symbolique comme ça, mais du coup, ça leur sert à calculer les invariants de manière symbolique aussi. Eux, ils appellent déterminant symbolique, ce machin-là, BC entre parenthèses. Et c'est du coup B1C2 moins B2C1. A priori, c'est un truc complètement explicite. Pourquoi est-ce que c'est dit symbolique? C'est parce qu'a priori, encore une fois, le seul objet que je considère, c'est cette F-là, avec A0 et tout ça. Mais, donc, B1, C2, c'est des purs symboles qui n'ont aucun rapport avec les données de départ. On les introduit de manière artificielle. Et à un moment, on les remplacera par les A, justement. Sauf que, pour le moment, vous voyez, par exemple, dans le cas où n vaut 2, mes règles, c'est B1 au carré égale à 0, B1, B2 égale à 1, et B2 au carré égale à 2. Donc, c'est-à-dire que B1 seul, B1 C2 seul, n'existe pas. Donc, en l'état, je ne peux pas en fait faire de remplacement avec les trucs symboliques. J'ai besoin de faire apparaître, par exemple, B1 au carré. Et effectivement, j'ai besoin, du coup, par exemple, d'élever BC au carré. Donc, vous voyez que j'élève ce machin-là. Bon, c'est juste ma formule de quatrième. Ça me fait B1 carré, C1 carré, moins mon terme, mon double produit, plus le terme carré de la. Et là, maintenant, c'est super. Je peux utiliser mes règles de substitution. B1 au carré, j'ai dit que ça vaut A0. Hop, je le remplace. C1 au carré,
j'ai dit aussi que je l'avais, c'est pardon, je me suis planté quelque part. Oui, pardon, parce que ici, c'est pas B1, C1 au carré, c'est B1, C2 au carré. Excusez-moi. Et à la fin, c'est B2 au carré, C1 au carré. J'ai vraiment juste élevé ça au carré. J'ai fait l'erreur de quatrième. Mais en dessous, c'est bon. Et donc, on refactorise par ce qu'on peut factoriser. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître magiquement dans le cas avec vous? C'est mon fameux A1 au carré moins donc en fait, c'est le discriminant plus les formes quadratiques. C'est le B carré moins AC. Donc là, j'ai mis avec les petits A pour être. Autrement dit, et ça illustre un phénomène général, et c'est un théorème de Clebsch, réciproquement, tous les invariants, vous allez pouvoir les exprimer de la manière suivante, comme une combinaison linéaire, une somme avec des coefficients, de produits de déterminants symboliques. Donc là, j'ai dit que pour les formes quadratiques binaires, je peux récupérer le discriminant juste en élevé au carré et en fait en divisant par 2. J'ai pas besoin de placer là-bas. Mais c'est un phénomène plus général. Tous les invariants, je vais pouvoir les trouver par des recettes comme ça. Ça peut devenir du coup assez compliqué. Et du coup, il fait un machin à peu près analogue avec les formes ternaires. Alors, comment est-ce que ça marche pour les équations du 5e degré? Déjà, alors, j'explicite, c'est quoi le lien entre équation algébrique et forme binaire? C'est juste quand même une équation, vous voyez, A0 lambda n plus A1 lambda n-1 plus etc. On associe la forme A0 et je mets du x1 puissance n plus A1 x1 puissance n-1 fois x2. Vous voyez, à chaque fois, je remplace le lambda par du x1 et je complète avec du x2 pour qu'à chaque fois, on ait des choses de même ordre. Comme je vous l'avais dit avant, si j'opère une substitution quadratique sur f, a priori, ben, ça change la valeur des invariants de f. Parce que Hermite avait déjà remarqué. Et là, l'idée, ça va être la même chose. Donc, interprétation géométrique. Donc, je sais qu'un invariant donné, je peux l'exprimer sous la forme symbolique que je vous ai donnée avant. Et avant, je vous ai dit, une substitution quadratique va permettre de représenter géométriquement les substitutions. Et donc, comme Clebsch veut transformer les équations en une autre équation dont un certain invariant vaut 0, question, maintenant géométriquement, comment est-ce que je choisis une droite correcte qui fasse justement rendre l'invariant qui m'intéresse égal à 0? Et bien en fait, ça, Clebsch a une recette un petit peu magique. Il dit, si mon invariant que je veux égaler à 0, c'est ça, alors la substitution va le rendre égal à 0 si la droite qui le représente vérifie une certaine équation qui est donnée ici. D'accord? Donc c'est en fait de nouveau du symbolique. Cette fois, on passe dans la partie ternaire, etc. Donc je ne rentre pas dans les détails. Mais ça, c'est du coup, ça, si vous voulez, pour Clebsch, ça définit une équation d'une courbe. D'accord? Donc autrement dit, Clebsch est en train de dire qu'une substitution quadratique va annuler i si et seulement si la droite associée est tangente à une certaine courbe, qui est elle-même définie à partir de l'invariant. Vous voyez comment tout a été transporté maintenant du côté de la géométrie. La substitution, c'était la droite, l'équation, c'était le quintilatère, etc. Maintenant, j'arrive avec une droite, je cherche une droite tangente à une courbe. Et j'ai des informations sur la courbe. OK. Donc ça, c'était le petit rappel sur Hermite. Parce que comme Clebsch fait aussi l'exemple de l'équation de degré 4, je m'étais dit que j'allais le faire sur le degré 4 aussi, et je vais peut-être le faire sans rentrer trop dans le détail du degré 5, c'est quand même plus compliqué, et je sens que comme la nuit tombe, la fatigue arrive aussi. Donc petit rappel, hein, Hermite avait considéré l'équation générale du quatrième ordre, il avait dit, je peux trouver une transformation supérieure qui fasse annuler l'invariant I. Dans ce cas-là, je considère que c'est résolu parce que j'ai les équations modulaires qui l'objet, c'est est-ce que je peux trouver une transformation qui fasse annuler mon invariant. Comment Clebsch interprète ce truc-là? Et bien du coup,
pour lui, il remplace l'équation de degré 4 par une forme quartique et il va utiliser, et l'invariant I, lui, il l'utilise il l'écrit de manière symbolique. Donc là, je ne donne pas les détails, mais son écriture, c'est juste, vous voyez, c'est une puissance quatrième d'un machin, comme j'avais donné. Il faut le croire que c'est ça. Donc, trouver une substitution adéquate. Vous voyez ici ce que j'avais dit, à chaque fois que vous avez le I, quand c'est ça, le i-tilde, formellement, on a juste collé un U dans les petites parenthèses là des déterminants symboliques. Donc ici, le I me définit une certaine équation de courbe, ABU, sens 4 égale 0. Et donc, je veux trouver une tangente à ce truc-là. Alors, je vous épargne tous les détails, mais en fait, Clebsch, alors explicite pas tout, mais j'ai vérifié, mais en tout cas, il donne la réponse que vaut I, pardon. Donc, I tilde ici, vous voyez, c'est l'expression que vous avez tout en bas, vous avez un truc complètement explicite. Donc, c'est une courbe de degré 4. Voilà. Et là, Clebsch dit, ah, mais en fait, je peux factoriser. Il se trouve que si vous introduisez, vous savez, une fameuse racine cubique de l'unité, donc c'est juste une exponentielle de 10 pi sur 3, et bien en fait, on a une factorisation de cette. Donc, si vous voulez, avant de dire Clebsch, qu'est-ce que ça vous dit sur la courbe quand vous pouvez factoriser comme ça entièrement? Ça veut dire que a priori, une courbe de degré 4, bon ben. Et par contre, si c'est un produit de deux polynômes que ça de degré 2, ça veut dire qu'elle est très particulière. C'est juste la réunion de deux courbes de degré 2. C'est deux coniques, finalement, qu'on considère conjointement. Et du coup, c'est quelque chose de très dégénéré. C'est comme si vous dites quelque chose de degré 2, par exemple, vous avez une parabole, une hyperbole, une ellipse, de temps en temps, ça dégénère en deux droites. Alors là, c'est le même phénomène, c'est un truc de degré 4, et qui dégénère en deux morceaux de degré 2. Alors, je lis Clebsch. On peut ainsi attacher un habillement géométrique à la solution de l'équation de degré 4 qu'a donnée Hermite. Cette solution repose sur le fait qu'on peut, par une transformation supérieure, changer une équation biquadratique pour laquelle I s'annule. Il suffit en effet de prendre le quadrilatère f tilde égale 0 associé et de considérer la courbe I tilde égale 0. D'après ce qui précède, cette courbe se sépare en deux coniques, ce que je viens d'expliquer, à l'aide d'une équation quadratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'aide d'une équation quadratique? C'est qu'en fait, vous voyez, le prix quand même ici de la factorisation, c'est qu'on doit introduire un nouveau type de nombre, qui était la racine epsilon. Dans l'équation complète, il n'apparaissait pas, c'était que des coefficients rationnels. Et on a besoin d'introduire un type de nombre nouveau pour réussir à faire la factorisation. Et ce nombre-là, donc c'est exponentielle de 10 pi sur 3, ben, c'est juste une solution d'une équation de degré 2. C'est pour ça qu'il dit à l'aide d'une équation quadratique. J'ai besoin d'un nombre qui vient d'une équation quadratique séparé en deux morceaux. Voilà. Et donc je finis la lecture. Toute tangente à une de ces coniques donne donc une équation biquadratique pour laquelle I égale 0 et qui est donc résoluble par une équation. Alors, vous allez me dire, ben, ok, mais c'est un peu bizarre parce que pourquoi est-ce qu'il appelle. Si le but du jeu, c'est juste trouver une tangente à une courbe, ben, toute courbe a des tangentes, à peu près, donc c'est fini. Ben non, parce que rappelez-vous, comme on est en train de s'intéresser par exemple ici à l'équation de degré 4, on n'a pas envie que les objets intermédiaires qui arrivent impliquent par exemple des racines cinquièmes, des racines supérieures, parce que c'est des nombres qui n'ont rien à voir avec eux. En particulier, a priori, ici, si vous voulez déterminer explicitement les coefficients, par exemple, d'une tangente à une courbe de degré 4, eh bien, a priori, les coefficients, ils sont un peu moches, et puis, ça se trouve, c'est des choses avec des degrés 4, justement, des racines quatrièmes qui apparaissent. Sauf que là, comme c'est des deux coniques, eh bien, on va pouvoir trouver, en fait, déterminer les coefficients des tangentes seulement, justement, avec du degré 2. Donc, autrement dit, Clebsch a besoin de trouver des informations sur la courbe qui représente l'annulation de l'invariant pour trouver des bonnes tangentes, celles qui peuvent bien s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il... OK? Alors, je vais du coup aller vite sur le 5e degré. Petit extrait de l'article de Clebsch. C'était pour vous montrer qu'il va aussi, là aussi, lister
tout ce qu'il connaît sur les invariants de la forme du 5e degré cette fois. Donc vous voyez, c'est de nouveau c'est toujours le même bazar. Hein. Il parle d'une forme f du 5e ordre, écrite sous forme symbolique, le covariant petit i, un autre petit j, tau, θ, a, b, c, blablabla. Là, il y en a beaucoup. Donc j'ai coupé un petit peu et je vous ai mis un autre extrait. C'est juste qu'il liste aussi toutes les propriétés qui sont données par les annulations. Vous voyez, par exemple, ici, je sais pas là, par exemple, alpha égale 0, tau égale 0, j différent de 0, signifie en fait que f, donc l'équation de départ, a un facteur triple. Donc ça donne, vous voyez, c'est vraiment le programme tel que je l'avais énoncé. Et donc il va montrer qu'il y a un certain invariant qui s'appelle C, et lui, c'est celui qui m'intéresse beaucoup, mais je passe par d'autres pour le comprendre. Si lui vaut 0, alors je peux transformer l'équation quintique en une forme qui est presque de Girard. Vous voyez, en tout cas, j'ai que du... Ah pardon, c'est du x5, j'ai fait un petit typo ici. Du x5, du x puissance 1 et de la constante. D'accord. Et vous vous souvenez, c'était la fameuse forme de Girard qui est si importante pour eux. Et ça, c'est vrai si l'invariant, cette fois, il s'appelle C. Et donc, Clebsch le dit, hein, il est bien connu que la solution d'Hermite de l'équation du 5e degré se ramène à celle d'une équation sous forme de Girard, faite à l'aide des fonctions elliptiques. Vu ce qui précède, donc chez lui, hein, enfin chez Clebsch, dès que c égale 0, l'équation se ramène sous cette forme et est donc résolue au sens hermitien du terme. Le problème de résolution se formule donc ainsi: ramener l'équation à une transformation supérieure en une équation pour laquelle c égale 0. Dans notre interprétation géométrique, ce n'est rien d'autre que de devoir trouver une tangente à la courbe c égale 0. Donc, je me répète un petit peu. Vous voyez, le programme est répété encore une fois. Et là, comme j'ai dit, hein, trouver une tangente, c'est bien trouver une tangente, en lien avec la question des irrationalités. On n'a pas envie d'introduire typiquement des racines septièmes, alors qu'on s'intéresse à l'équation de Bess. OK. Et donc là, je vais être très très vite. Clebsch va étudier la courbe C. Il a besoin d'avoir plein d'informations pour le faire. Parce que là, c'est beaucoup plus compliqué que la situation d'avant. Donc, il va faire des choses. Il va montrer qu'elle est de genre 4. Donc là, en fait, comme il est déjà 6 heures moins presque le quart, je vais abréger. C'est une quantité qui avait été attachée par Clebsch lui-même en réalisant Riemann, etc., à toutes les courbes algébriques et qui lui permettent en fait de comprendre. C'est un invariant. Donc peut-être qu'il y aura un de matheux qui va vous en parler, je suis pas sûr. J'aurais pu faire mon exposé là-dessus. Ça aurait aussi été un peu payé. Aussi avec Clebsch. Bref, juste au passage, c'est un invariant partiel. C'est-à-dire que si vous partez d'un objet, vous appliquez l'objet courbe, vous lui appliquez des transformations, le nombre genre reste identique. Mais par contre, ce que les mathématiciens, en tout cas aujourd'hui, disent que c'est un invariant partiel, ça veut dire que c'est pas parce que deux courbes ont le même nombre genre égal qu'ils peuvent être transformés entre l'un dans l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça des invariants partiels. Bref, en tout cas, ça lui donne quand même des informations sur les courbes. Et donc, Clebsch va transformer la courbe C égale 0 en une autre, pour laquelle il va dire, en fait, donc ça va être transformé en une courbe d'ordre 6 avec deux points triples. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu compliqué, mais du coup, c'est des courbes particulières c'est un peu le rôle de l'équation avant du 4e ordre qui se scindait. Là, vous avez une information de deux points triples. C'est ça qui va permettre de dire, ah ben ça, du coup, ça me permet de finir le travail, de trouver les tangentes avec les bons coefficients. Okay, donc, je ne rentre pas dans les détails, je voulais quand même vous donner un petit peu l'idée générale, vous voyez, de ce lien entre invariant, transformation des équations, et là, utilisation de la géométrie. Alors, terminé pour la première interprétation géométrique. Il y en a en fait deux autres. Donc, évidemment, je ne vais pas les détailler. Je voulais juste vous signaler qu'en fait, il fait tout un... En fait, c'est un peu moins long, mais il le fait aussi. Donc, il va interpréter deux choses. D'une part, la transformation de Tchernhaus. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est là qu'on vient les fameux modèles de surface cubique. Donc, en fait, il y a plein de choses. Il y a des surfaces de l'espace qui arrivent, etc. Et après, il y a d'autres interprétations des résolutions par Kronecker. Donc, je ne détaille pas, c'est juste pour être. Bon, je voulais faire une mini conclusion.
Alors, peut-être pas forcément sur le sujet des invariants lui-même. Donc, comme je vous avais dit, peut-être que vous avez plus entendu parler des fameuses recherches sur l'icosaèdre de Klein. Oui, pardon. Et en fait, Klein aussi utilise la notion de transformation des équations, mais aussi des invariants. D'accord? Donc, ça reste en fait une thématique, ou en tout cas un outil technique qui est très très fort, même dans cette unification géométrique-là. Donc là, j'avais essayé de mettre un extrait de la table des matières pour vous montrer vous voyez, par exemple, là, c'est la Formenkreis, donc vraiment le cercle des formes, donc c'est pour dire en fait l'ensemble des formes. Alors là, c'est pour le tétraèdre, l'octaèdre et l'icosaèdre. Et vous voyez là, par exemple, une variante Formen, enfin, ça apparaît aussi, d'accord. Donc, en fait, il se trouve que Klein a repris beaucoup d'idées de Clebsch, mais aussi de Hermite, de Kronecker, etc., sans leur attribuer d'ailleurs beaucoup de mérite. Et ici, il y a l'objet groupe, par exemple, qui est central chez Klein, alors qu'il ne l'est pas du tout chez Clebsch, qui explique pourquoi probablement ça l'a mis dans l'ombre de celui-là. Bah, je vais peut-être m'arrêter là, en fait, et laisser la discussion ouvrir si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir suivi ça. Des questions? Il peut y avoir plein, même des questions très simples sur Une question. Ce calcul symbolique, donc, est-ce que c'était, comment dire, comment poser ma question? Est-ce qu'il y avait une pédagogie de ce calcul symbolique, ou est-ce que c'était un truc qui était vraiment qui appartenait à un tout petit groupe de mathématiciens, ou est-ce qu'il y avait, Alors, est-ce qu'il y avait des articles, comment on dirait, de vulgarisation, mais des surveys, des choses comme ça, pour expliquer alors, oui et non, dans le sens où il y a quand même des livres, un peu de synthèse, alors mais c'est plutôt des monographies de recherche qui sont publiées par Clebsch lui-même, par d'autres, qui intègrent justement le calcul symbolique. C'est vraiment quand même expliqué pas à pas, en tout cas pour le début. Et donc, c'est des ouvrages, un type d'ouvrage qui est quand même destiné plutôt, alors quand même aux pairs, d'accord, aux collègues chercheurs, mais aussi, on voit qu'il y a quand même une certaine volonté, effectivement, de repartir de zéro et de bien expliquer. Cela dit, à ma connaissance, ça n'a jamais été un grand succès, la théorie des invariants dans les cours universitaires, par exemple. C'est-à-dire que c'était quand même vu comme très difficile, très technique, et donc on sent qu'il y en a eu quelques-uns, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais par exemple par Clebsch lui-même, à l'université de Göttingen, dans les années, fin des années 60, début 70, par Klein aussi probablement, mais je ne pourrais pas dire à quel point ça a vraiment été quelque chose d'institué et ensuite propagé. Et bon, il me semble qu'en fait, ça ne survit pas. En fait. De fait, ça ne survit pas, le calcul symbolique. C'est remplacé par d'autres techniques au tournant du XXe siècle. quel genre En fait, bon, justement, les techniques de Hilbert, donc c'est plus général, c'est d'autres cadres, c'est vraiment plutôt sur l'aspect polynaire, et où en particulier, donc, comme ce que je disais avant, le théorème de Hilbert qui montre la finitude de l'invariant et le covariant, ça va être aussi par exemple des preuves d'existence, mais qui n'explicitent rien du tout. Donc, ils vont poser d'autres problèmes d'ailleurs pour les mathématiciens de l'époque, parce qu'ils vont dire, c'est bien joli les preuves dire, non explicites, mais on a besoin justement de ça. Question? Juste une curiosité par rapport au rôle de boule par rapport à Kahn. En fait, il dit que c'était un travail de mécanique. Et c'est Boole, Oui, c'est Boole lui-même qui s'inspire de la mécanique. D'accord. Donc, il dit, c'est les lectures de Lagrange, de
la mécanique analytique. Et c'est quand même lié au travail de sa logique théorique, son travail sur. Là, il semble que c'est pas directement lié. C'est vraiment, il dit, je m'intéresse du coup c'est intéressant les, comme ça, les fonctions polynomiales, de réussir à les lier, en fait, à trouver les choses invariantes. Alors, je suis pas un spécialiste, donc là, je me suis vraiment basé sur les écrits de Karen Parshall, par exemple. Il me semble, je crois pas qu'elle évoque justement de lien direct avec. J'ai relu rapidement un des articles de Boole là-dessus, où il n'y a pas de lien en tout cas qui est fait. Donc, je suis pas sûr qu'il y en ait par ailleurs aussi. C'est quand même étonnant le rapport avec le calcul des variations, par exemple. C'est un truc qu'on peut trouver en physique. On peut avoir des racines dans la physique. Ouais. Et qui va se développer en deux branches, quand même. Le côté de l'algèbre ici. Il y a une liaison tout à fait entre le calcul des variations et ses travaux d'algèbre, à un moment donné. Ah non, non. Je disais juste qu'il a commencé par faire du calcul des variations. Il n'était pas en lien avec ce qu'il a fait. Non, Il n'y a pas de rapport entre le calcul des variations, c'est ça que je n'avais pas saisi. Non, il n'y a pas de rapport. C'est vraiment des EDP. D'accord. Donc, alors, cela dit, je mets des bémols. Je connais un peu Clebsch, mais je ne le connais pas encore jusqu'au bout des ongles. Dans toutes les techniques en fait, qui servent à définir les invariants et tout ça, c'est défini en fait, mais ça vient aussi de Cayley comme des systèmes de dérivées partielles des fonctions et polynomiales. Ouais. Donc, de là à voir s'il y a vraiment un lien avec les techniques vraiment analytiques du calcul de variation et de l'analyse, je pense pas. Pourquoi pas? Ouais, Je te dirais ça mais dans voilà, quelques années. le rapprochement, j'avais pas essayé de rapprochement. C'est Oui, intéressant pardon. que tu vois sur cette image-là, parce Ouais. que, en fait, il y a deux moments où les surfaces interviennent. Il y a du vert Ouais. et il y a du bleu, je crois, un petit Oui, peu. ouais. Alors, c'est quoi l'évolution? Parce qu'on voit que la théorie des variants est liée essentiellement en termes de couleur. Hein, je regarde le truc, oui, il y a, soit c'est le vert, soit c'est le bleu. Et est-ce qu'il y a une évolution? Qu'est-ce que c'est la différence entre courbe de surface et représentation de surface? C'est une excellente question. Alors, je vais être complètement transparent. Là, donc, quand Clebsch meurt, il y a 6 de ses collègues qui font une notice nécrologique grande, enfin, tu vois, c'est 40 pages ou quelque chose comme ça. Donc, notice nécrologique technique. Et eux divisent les travaux de Clebsch en 6 catégories qui sont celles-là. Ah, Et d'accord. donc, mais ils disent ce qui caractérise Clebsch, c'est l'alliance de tout ça. Donc, on fait quelque chose pour aider à comprendre un peu le machin, mais c'est plus compliqué que ça. D'accord? Et donc, c'est vraiment plus compliqué que ça. Ah ouais, là, c'était du travail à. Au sens où, dans courbe et surface, parfois, il y a des techniques de théorie des invariants qui apparaissent. Parfois, dans représentation de surface, il y a des choses qui sont issues des travaux sur les fonctions indéterminées. Donc là, j'ai donné ça effectivement de manière un peu schématique pour vous donner plus un aperçu vague de ce que je fais. Mais effectivement, en fait, c'est une catégorisation qui n'est pas la mienne, qu'il faudrait voir en fait à quel point elle tient en fait, mais j'ai jamais fait de vidéo. Parce que comme c'est quand même très technique, le voir finement, c'est pas tout à fait bien. Parce que si on voit juste surface, c'est parfois qu'il y a une coïncidence entre surface et invariant. Ce qui met dans surface, c'est tout ce qui est vert et tout ce qui est bleu. Ouais. Oui. Ça correspond bien en fait. Les deux thèmes ont l'air assez liés. Ouais. On reste à voir Mais ce qu'ils ont décidé de mettre dans les deux catégories, en fait, oui. courbe et surface et représentation. Après, je vois à peu près, en fait, alors, il y a des liens, si tu veux, au moins d'inspiration, je pense, dans l'un et l'autre, enfin, vague, tu vois. Mais c'est possible aussi que ce soit moins chronologique. Parce que, bon, tu dis courbe et surface, mais c'est plutôt le sujet représentation de surface, qui est un truc particulier, tu vois, qui prend le lead justement à partir de ça. Ouais. Et donc, ouais, je ne pourrais pas dire plus avec certitude. Ouais. Je suis enregistré. Et quand il commence en 60, là, Ouais. ça sort d'où? Pourquoi il s'y met tout d'un coup à ça, alors qu'avant, c'était autre chose?
Oui, alors ça, c'est un angle, un point aveugle que j'ai moi-même. C'est-à-dire qu'on a des sources qui disent, ben voilà, il a lu à un moment le mémoire de son prédécesseur Aronoïde. Alors, est-ce que c'est par pure curiosité en feuilletant les revues? Enfin, est-ce que c'est parce que quelqu'un lui a suggéré? C'est pas clair. En plus, ça coïncide pas vraiment à un moment où il rencontrerait des nouvelles personnes, à ma connaissance. Donc, je me suis posé la question et c'est pas, j'ai pas pour le moment réussi à vraiment élucider cette affaire. Sur le petit graphique, là, on voit quand même, on passe de la physique mathématique, le Ouais. bleu 59, il n'y a que ça. Si on suit la classification qui a été donnée là, Ouais. à tout d'un coup, apparition simultanée des invariants et des courbes de surface. Oui, oui. Et en fait, les mathématiques et courbes de surface, quand même, au 19e, il y a un lien. Bah, là, c'est quand même Voilà, quand j'ai dit forcément. courbe et surface, c'est courbe et surface algébrique. Hein, donc, c'est vraiment courbe cubique et surface cubique. Et, machin, donc, Donc, ça veut dire que toi, tu ne verrais pas un lien entre la physique mathématique et les courbes et surfaces, même non. cubiques. Mais c'est pas quand même la direction de Riemann, c'est La direction? de Riemann, des travaux de Riemann. C'est bien. Quand est-ce que tu nous rappelles le lien avec Riemann? C'est-à-dire, il prend sa chair, mais avant, il a. Donc, il fait les travaux de relecture de Riemann en 1863, 4, 1863. Alors, cela dit, bon, ça c'était un point que j'ai fait il y a quelques temps. Les courbes et les surfaces qui apparaissent chez Riemann, c'est pas des courbes et des surfaces algébriques, justement. Donc, c'est pour ça que je mets quand même des modulos. Là, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais, d'accord. Mais là aussi, pour le thème courbe et surface algébrique, les nécrologues, tout ça, nous disent, il avait commencé à lire, en fait, les travaux, justement, de Kelly, Sylvester, et de SE, machin, et il a été intéressé, et il a décidé de changer de sujet. Ouais. Mais j'ai pas plus d'informations sur pourquoi est-ce qu'il a commencé tout d'un coup à se dire, tiens, est-ce que je peux avoir une information professionnelle et une certitude. Remarques, des questions, des choses comme tout. Et rien n'est fou, sauf l'écriture de Clebsch. Oui, c'est. Et de nos jours, est-ce qu'il y a des gens, à part vous, qui lisent Clebsch, Un peu. qui en font quelque chose de contemporain? Sous ton influence. Ouais, l'influence reste encore relativement limite. Bon, il y a quand même des gens qui ont parlé de Clebsch, comment dire, mais plutôt en tant que figure secondaire. Comme j'ai dit avant, par exemple, des gens qui parlent de Klein parlent de Clebsch d'une manière ou d'une autre, mais sans effectivement rentrer dans la technique, sans le prendre comme objet d'étude principal. Donc, oui et non, disons ça comme ça. Donc, c'est juste pour comprendre bien, en fait, tu disais la différence entre Clebsch et Klein. Ouais. Klein reprend l'aspect de Clebsch, Ouais. et en fait, c'est ce qui introduit cette notion de cours. Est-ce que tu peux détailler un peu plus qu'est-ce qu'il peut reprendre et en quoi ça. Oui, alors c'est une longue, enfin, c'est assez, comment dire, ça va dans plusieurs directions. Ce qu'on sait, c'est que donc Klein fait une sorte de postdoc en fait à un moment chez Clebsch. Donc il fait sa thèse avec Judith Buchler à Bonn. Puis en fait, il rencontre Clebsch et Klein va après répéter orbi et torbi que Clebsch c'est son mentor, vraiment lui qui a inspiré plein de choses. Donc ça, c'est vraiment les années 1868, 69, etc. Et donc, Clebsch meurt brusquement en 72, de maladie totale. Donc, Klein va s'occuper aussi des affaires, de reprendre, à la fois scientifiquement, mais aussi institutionnellement, d'une certaine manière, tout ce qui se passait autour de Clebsch. Mathématiquement, ce qu'il en reprend, il y a plusieurs aspects, mais par exemple, en 1872, tu connais, il y a le fameux programme d'Erlangen, par exemple, de Klein. Et ça, en fait, Klein le dit lui-même à un moment. Une de ses sources d'inspiration, c'était le mémoire dont je viens de vous parler. En fait. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de transformer, de mettre de la géométrie, il y a des invariants et tout ça. Donc, il n'y a pas de transfert mathématique tout à fait direct sur ce point-là,
mais ça fait partie d'une sorte de bain dans lequel il infuse cette idée d'allier l'algèbre, la géométrie, les invariants, et de voir comment est-ce que ça peut. Et il y a d'autres choses plus concrètes qui sont aussi sur le thème des équations, mais c'est quelque chose un peu différent de ce que j'ai passé là. C'est qu'à un moment, Clebsch, Chamian et d'autres ont dit les idées de Galois, qui avaient été en circulation un peu avant, c'est super, mais c'est trop compliqué. Et on a besoin d'exemples qui viennent de la géométrie pour le comprendre. Et donc, en particulier, Clebsch, c'est un des principaux artisans de ce truc-là. Et il le transmet vraiment à Klein sur cette idée-là aussi. Donc, vraiment cette histoire de réussir à comprendre la théorie des groupes, mais telle qu'associée à la théorie de Galois, via la géométrie. Et tu vois, c'est encore vraiment cette idée de lier algèbre et géométrie. C'est un peu une marque de fabrique qui est de là. Et rien, par contre, de ces calculs symboliques, je trouve. Comment? Rien du calcul symbolique. Chez Klein, il y a un petit peu, mais Klein, c'est pas quelqu'un qui va développer la théorie des invariants pour elle-même. Il va l'utiliser, il me semble, quelques fois, mais c'est pas. Il n'y a aucune systématicité, disons, dans l'envie de le. Il adopte ces techniques. C'est pas le seul, hein. Il y a tout un petit milieu allemand, là, dans les années 70, qui utilise quand même ces techniques-là. Et c'est pour ça que je disais, il y a une petite circulation, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une mise en place comme ça générationnelle, par exemple. On peut constater. Que à l'inverse, parce que là, au premier, je dis que le travail de Clebsch, c'est essayer de voir géométriquement un résultat géométrique. Est-ce qu'à l'inverse, ce travail permet de comprendre des problèmes de géométrie? Oui. Ça, c'est vrai à plusieurs endroits, en fait, que ce soit pour la théorie des invariants dans une certaine mesure, et par exemple pour tout ce qui est fonction abélienne et géométrie, donc fonction elliptique, par exemple. Et il lui dit, en fait, on a vraiment les deux mouvements qui viennent, c'est-à-dire, par exemple, la théorie de Riemann, justement, est trop compliquée à comprendre, donc hop, vite, il faut mettre la géométrie projective dessus, ça va m'aider à comprendre. Et réciproquement, le fait d'avoir fait ce travail-là, ça va me permettre de réexprimer les théorèmes de Riemann sous forme géométrique et de les exprimer, enfin de les utiliser ensuite à d'autres situations que des théorèmes de géométrie. Donc ça, on a vraiment ce double mouvement, effectivement, qui apparaît très clairement. Bon, on remercie à nouveau. Merci. De votre attention. Je coupe ce qui se passe.